Bienvenue dans votre programme du vendredi 4 novembre. Au sommaire de cette édition, nous débutons par une compétition internationale de shogi que l'on pourrait décrire sommairement comme les échecs japonais. Pour la première fois, ce tournoi a eu lieu hors des frontières japonaises. Avec l'arrivée prochaine de l'hiver et du froid, nous vous proposons de revoir deux sujets permettant de réaliser des économies d'énergie. Tout d'abord, nous vous ferons découvrir le métier de thermicien. Puis nous irons dans une résidence qui a décidé d'utiliser le principe de géothermie pour chauffer les logements. Sport très populaire au Japon, le shogi est un peu l'équivalent des échecs pour les Occidentaux. Pour la première fois, le Forum international de shogi, considéré comme les championnats du monde amateur, ont eu lieu hors des frontières nippones. C'est la France qui a accueilli du 27 au 30 octobre dernier cette 5e édition à Rueil-Malmaison. Nous vous proposons, à travers deux reportages, d'en savoir un peu plus sur cette pratique qui tend à se populariser en dehors de l'Asie. L'événement de ce week-end à Rueil était le Forum international de shogi qui s'est déroulé du 27 au 30 octobre. Le shogi est la version japonaise des échecs, très populaire au pays du soleil levant. Ce jeu connaît depuis 10 ans un pic de popularité en Europe. Habituellement organisé au Japon, c'est la première fois que le forum s'exporte à l'étranger. Aujourd'hui, pour exister, le shogi doit sortir du Japon. La Fédération française de shogi est une fédération extrêmement fiable. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser cette compétition en France. Et Rueil-Malmaison a bien voulu nous accueillir, une ville à proximité de Paris pour nous, c'était très pratique. Une partie simultanée a été organisée lors de la soirée de clôture entre le champion du monde de shogi et 3 champions d'échecs. C'est très difficile, même pour une joueuse d'échecs, parce que c'est un jeu avec lequel on doit calculer longtemps à l'avance ses coups. C'est la même logique, mais seulement aux échecs, à la fin du match, il peut y avoir égalité. Au shogi, tu dois attaquer constamment. Ce sont donc deux manières de jouer totalement différentes. Je préfère les échecs, oui, parce que je n'aime pas perdre. C'était la 5e édition de ce forum qui s'organise tous les 3 ans. Le prochain événement du même type se déroulera cette fois-ci aux États-Unis. À l'Atrium, ce week-end, avait lieu un forum international inédit en France. Le Forum international de shogi qui s'est déroulé du 27 au 30 octobre est pour la première fois sorti du Japon pour prendre place à Rueil. Le shogi est un jeu de réflexion ressemblant beaucoup aux échecs avec néanmoins quelques différences notables. Eric a 21 ans. Il pratique le shogi depuis plus d'1 an après l'avoir découvert par hasard. Aujourd'hui, il a même créé un club de jeu à Nancy dans sa ville natale. D'abord passionné par les échecs, Eric a été vite séduit par le shogi. Le but du jeu, c'est comme aux échecs occidentaux de capturer le roi de l'adversaire. Et la différence essentielle qu'il y a entre les deux jeux, c'est qu'au shogi, quand on capture une pièce de l'adversaire, on peut la réutiliser dans notre propre camp. Et donc, on capture une pièce, on peut la reposer où on veut et quand on veut sur le jeu. Autre différence avec les échecs, 2 nouvelles pièces et des déplacements qui ne sont pas les mêmes. Il y a 2 généraux d'or. Ils peuvent aller sur les 3 cases qui sont devant eux, les 2 cases qui sont sur les côtés et la case de derrière. En revanche, les généraux d'or ne reculent pas en diagonale. Ensuite, il y a les cavaliers. Les cavaliers sont assez différents de cavaliers aux échecs occidentaux parce que le cavalier au shogi ne peut se déplacer que sur les 2 cases ici et là. Donc on reconnaît le déplacement des échecs occidentaux, mais par contre, aux échecs occidentaux, le cavalier pourrait aussi aller là, là, ou là, là, là et là, alors qu'au shogi, il ne peut que avancer. Abu Yoshiharu est l'un des professionnels du shogi les plus connus au Japon. Une équipe de télévision le suit même dans ses déplacements. Il a commencé à jouer à l'âge de 6 ans et est devenu professionnel à 15 ans.
Aujourd'hui, il vit de sa passion depuis plus de 25 ans, une passion qui demande de fortes capacités intellectuelles. Pour être performant au shogi, il faut avoir deux qualités. Premièrement, la concentration. C'est vrai que les parties peuvent être longues et il faut une grande concentration pour arriver à réfléchir de façon claire et précise tout au long de la partie. Deuxièmement, il faut de la motivation. Car contrairement aux autres sports, on peut devenir professionnel au shogi à partir de 10 ans et le rester jusqu'à plus de 70 ans. Alors il faut tout le temps de la motivation pour continuer à rester dans l'élite du shogi. Aujourd'hui, beaucoup de joueurs d'échecs s'intéressent au shogi pour diversifier leur manière de jouer. Un engouement auquel Internet a largement participé en popularisant ce jeu au-delà des frontières nippones. Avec la hausse des prix du gaz, plus 20% en un an, de l'électricité, la problématique des charges énergétiques devient une préoccupation majeure pour les propriétaires ou pour les locataires. Problème d'isolation, d'infiltration, il existe aujourd'hui des spécialistes qui peuvent analyser et rendre compte des performances énergétiques de votre logement. Exemple avec une résidence collective dans le quartier de Pleine Gare où nous avons rencontré un thermicien. Grâce à son expertise, il va vous permettre de réaliser des économies d'énergie et en même temps de soulager votre portefeuille. En fait, le joint, il est cassé, pourri, et on voit qu'il y a un écart. Et cet écart s'agrandit. Moi, je vis ici depuis 10 ans, ça jointoyait encore. Et donc, ça s'écarte. Ça, c'est quand même assez grave. Parce que moi, la terreur, c'est qu'il y ait eu des infiltrations dans les appartements, ce qui a été 2 fois le cas. Voici quelques-uns des signes de vétusté qui ont conduit les résidents de cet immeuble à engager ces travaux de rénovation, pas n'importe comment, car avant de faire appel à un entrepreneur, les copropriétaires ont choisi via leur syndicat de réaliser une étude thermique du bâtiment. Ces travaux-là étaient très importants parce qu'en fait, plus de 30% des déperditions du bâtiment étaient dues à une mauvaise isolation des murs. Didier est thermicien, c'est lui qui a réalisé cette étude voici plus de 6 mois dans cette résidence où loge une quarantaine de familles chauffées au gaz via cette chaudière collective. Ce qu'on va regarder concrètement, c'est les performances en termes de rendement sur la chaudière, quel retour sur investissement cette copropriété pourrait faire s'il remplaçait son ancienne chaudière par une chaudière plus récente avec des performances bien meilleures. Il y a aussi la partie calorifugage. Moyens de chauffage, système de production d'eau chaude, huisserie, ventilation, tout a été passé en revue avant d'obtenir le bilan énergétique détaillé de cet immeuble énergivore. On a donc fait une analyse qui nous a donné les déperditions du bâtiment. Donc les déperditions du bâtiment, c'était 23% sur les murs, le plancher des caves, le plancher du bâtiment 13%, les vitrages 21% et les ponts thermiques 27%. Quels travaux réaliser en priorité? Quels matériaux choisir pour faire des économies d'énergie et apporter de réelles améliorations? Ce sont quelques-unes des pistes de réflexion que suggère une telle étude. Exemple ici avec le choix de l'isolation murale proposée dans le rapport qui a vite convaincu les résidents. On passe de 29 000 euros de consommation annuelle sur ce bâtiment à 24 000 euros, donc 5 000 euros de gains financiers en mettant un nouvel isolant sur les murs. C'est sûr que ça a emporté l'adhésion, ça devenait réel à partir de là, quoi. Loin d'être obligatoire, une telle étude facilite néanmoins l'obtention de certaines subventions, facilités de crédit ou dégrèvement d'impôts. Une aide souvent nécessaire pour assumer les charges de copropriété, alourdies par une isolation plus efficace mais plus chère. C'est un ravalement qui est très onéreux. Pour un appartement de 65 mètres carrés, un copropriétaire va payer 20 000 euros. Après le ravalement et la toiture, d'autres travaux suivront pour corriger notamment certains choix de construction de cet immeuble bâti en 1956 et 5 fois plus énergivore qu'une construction récente. Après-guerre, la problématique de l'énergie, son prix n'était guère un souci. La réglementation thermique était quasi inexistante pour contrôler la consommation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, le parc immobilier français est vieillissant et reste la principale cause de déperdition d'énergie en France.
Apprendre à consommer moins, à consommer mieux, mais aussi à trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est l'exemple de ce bâtiment en construction dans la résidence des Tarâtres, un immeuble de 71 logements sociaux où le bailleur social France Habitation, l'un des plus gros en Île-de-France, a décidé de lancer une expérimentation pour se chauffer autrement grâce au système de géothermie. Dans cet immeuble en construction, dans la résidence des Tarâtres, Nicolas Fréchin vérifie les dernières installations du local technique. Un local technique un peu particulier, car grâce à son système de chauffage dit de géothermie, les futurs locataires vont pouvoir réaliser de vraies économies sur leur facture de chauffage de 25 à 30%. C'est une technique qui existe depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années, mais qui a été un petit peu oubliée pendant je dirais, ces 15 dernières années et qui, avec le contexte climatique et énergétique actuel, redevient d'actualité. Énergie renouvelable, la géothermie utilise la chaleur de la terre pour le chauffage des bâtiments. Ici, pour du logement collectif, c'est une géothermie à très basse énergie qui a été installée. Alors on a en fait ici le système, principalement la pompe à chaleur qui est juste derrière, qui va puiser les calories dans le sol pour les restituer dans le circuit de chauffage et donc faire l'intermédiaire entre les planchers chauffants dans les logements et les sondes géothermiques qui sont implantées à l'extérieur. Cette installation est 2 fois plus coûteuse qu'une installation classique. Alors, si le bailleur social a quand même choisi de l'expérimenter sur les 71 logements sociaux de cette résidence, c'est pour lutter contre la précarité énergétique, un phénomène qui toucherait 13% des ménages français. Le bailleur social a pu compter sur une aide financière de l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Avec la création le 1er mars 2011 d'un observatoire national de la précarité énergétique, ce type d'initiative devrait se développer.